le temps maintenant. Mais c'est un sujet qui nous intéresse tous parce que on finit tous par vieillir et on finit tous par vieillir au niveau d'audition. Et on va voir les liens qu'il peut y avoir entre l'audition et le vieillissement plus global, plus général. Et donc on a voulu intituler la présentation de façon un petit peu triviale pourquoi et comment la réhabilitation auditive est devenue indispensable. On va voir, c'est vrai qu'il y a quelques années, vous le savez, l'appareil auditif n'était pas pris en charge, c'est une connotation aussi, il fallait avoir l'argent pour pouvoir se réhabiliter, ça coûtait cher un appareil auditif. Et vous allez voir que vers quelques années, on est arrivé au fond. Qu'est-ce qui a remis le feu aux poudres? Alors c'est des choses qui étaient plus ou moins connues, mais en 2011, il y a une étude un peu princeps qui a remis un petit peu ça au bout du jour, c'est l'étude de Lynn aux États-Unis, une étude très intéressante, puisque c'est une étude longitudinale sur une trentaine d'années, qui avait suivi 630 patients, 640 même, sur plus de 30 ans. Au départ, 25% avaient des troubles auditifs et aucune démence dans les tests qui étaient faits pour dépister la démence. 30 ans après, 58 patients ont une démence, et ceux qui avaient une perte auditive au début de l'étude avaient une chance plus importante de développer une démence. Est-ce que le risque était dépendant de l'importance de la surdité? Ceux qui étaient légers, risque faible de développer une démence, ceux qui étaient sévères, risque beaucoup plus important. Et ça, bien sûr, c'est un facteur totalement indépendant. Les études avaient été faites au niveau statistique pour essayer d'extraire les différents facteurs. Le même auteur a montré quelques années plus tard qu'au niveau cérébral, il y avait même des atteintes. C'est-à-dire qu'il y avait une réduction du volume cérébral, une atrophie cérébrale qui prédominait dans le lobe temporal. On sait que c'est un lobe important dans le traitement du signal sonore, mais il y avait aussi également une atrophie cérébrale globale. Quelle est la cause la plus importante de surdité chez l'être humain? C'est ce qu'on appelle la presbyacousie, le vieillissement de l'audition. C'est la première cause de surdité. Et elle se définit comme une altération de l'audition, donc liée à l'âge, qui va évoluer lentement et de façon symétrique. Donc ça, c'est un problème, c'est que la plupart d'entre nous, quand on vieillit, on ne se rend même pas compte qu'on vieillit l'audition, puisque ça se fait progressivement, on commence par faire des effets 50 aigus, et c'est de pire en pire, et puis on a l'impression que c'est son audition normale. Donc bien sûr, il faut éliminer toutes les autres pathologies liées à l'audition, ça c'est le boulot d'un des spécialistes d'audition qui est l'ORL. Et si vous voulez, on est tous inégaux devant le vieillissement de la presbyacousie, donc il y a des facteurs différents, la génétique notamment. Les pathologies microvasculaires, on va le voir, peuvent jouer aussi, puisque la cochlée, l'organe de l'oreille interne, va pouvoir souffrir, diabète, hypertension, choses comme ça, et puis les traumatismes sonores. C'est pour ça qu'on conseille de se limiter au maximum, de s'exposer au bruit. Et qu'est-ce qui se passe quand on commence à perdre de l'audition? Tout d'abord, une élévation des seuils. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut augmenter le son pour que le patient entende. On commence à perdre des cellules ciliées, vous le voyez. C'est des coups de microscope électronique où on voit des rangées de cellules ciliées en haut à gauche et en bas à droite, c'est une cochlée très abîmée. Les cellules, il y en a de moins en moins. Donc il faut augmenter les sons pour que le signal sonore soit entendu. Ensuite, il y a une diminution de la discrimination, c'est-à-dire qu'on entend de moins en moins, on comprend de moins en moins. On entend, mais on ne comprend pas. Parce que les cellules ciliées externes sont des cellules de l'oreille interne qui sont douées de mobilité. Donc c'est un peu compliqué, mais je crois que Alice va parler de l'audition ce matin. Donc on ne va pas redétailler, mais c'est ce qui permet d'avoir une discrimination précise. L'oreille humaine est fabuleuse pour ça, parce que à quelques hertz près, on arrive à faire la différence. Et donc les patients qui ont une atteinte de ces cellules ciliées vont entendre, mais ne vont pas comprendre. Et à la fin, il y a une atteinte aussi, pas uniquement des cellules ciliées, mais aussi des neurones qui arrivent à ces cellules, qui peuvent aussi rendre la synchronisation du message auditif difficile. Donc vous comprenez, le vieillissement de l'oreille, qu'est-ce qui se passe au niveau de la périphérie. Et après, si on veut aller voir un peu plus ce qui se passe au niveau central, donc vous avez ici, je ne sais pas si on a la souris, voilà, la perte auditive, il va y avoir des altérations au niveau cérébral, des structures de la fonction, ce qui va augmenter ce qu'on appelle la charge cognitive. C'est comme un ordinateur qui travaille pour essayer de comprendre, parce que le patient il va forcer, il entend moins bien, donc il force, il y a une augmentation de cette charge cognitive, et ça peut être très probablement ce qui explique le vieillissement cérébral associé. Ce d'autant que la pathologie microvasculaire, on l'a évoqué, en vieillissant, même si on n'a pas de diabète et d'hypertension, on sait très bien qu'en vieillissant, les micro-vaisseaux, la microcirculation des vaisseaux cérébraux de l'oreille interne vieillissent, vont aussi participer à ce vieillissement global, et donc pas uniquement de l'audition. Donc les conséquences de la surdité sont très importantes. Alors chez le jeune, c'est le développement du langage, très important.
difficultés de communication, puis à l'âge adulte, pour trouver du boulot, donc on sait que ça peut entraîner d'énormes difficultés pour ces patients-là, même s'il y a beaucoup d'aide. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le vieillissement, donc à un âge de la vie un peu plus avancé, avec au niveau sociétal un problème qui est l'isolement, la fragilité, la démence, et c'est un véritable problème médico-économique. Donc ça va nous parler de cette prévention de la démence. Il y a un papier assez intéressant qui a été publié dans l'Ancet l'an dernier, qui montre que les populations qui vont être atteintes de troubles cognitifs importants de démence ne vont faire qu'augmenter dans les années à venir. Donc vous voyez, en 2020, ici, on a à peu près 50 millions de personnes dans le monde. Voilà les projections en 2050, avec une très nette augmentation dans les pays en voie de développement par rapport aux pays, on va dire, occidentaux. Donc ça a un coût. Et donc les pouvoirs publics, ils se sont rendus compte de ça et ils se sont dit, bah, c'est peut-être intéressant d'essayer d'avoir une politique pour essayer de limiter cette conséquence qui est prévisible. Et quelles sont donc les préventions possibles de la démence? Donc toujours dans cet article, on s'aperçoit qu'il y a 35% de facteurs de risque de démence qui sont modifiables. C'est-à-dire qu'on peut peut-être agir pour limiter la survenue d'une démence. Et dans ces facteurs de risque, eh ben, c'est la surdité qui arrive en tête, avec 9% de ces 35%. Au début de la vie, ça a été montré que pour 8%, c'est le niveau d'éducation. Donc moins on a un niveau scolaire élevé, plus on a un risque de démence. L'âge moyen de la vie, eh ben, qu'est-ce qui ressort, vous voyez, c'est l'audition, hein, pour 9%. L'obésité et l'hypertension, vous voyez, c'est plus faible. Et puis un peu plus tard dans la vie, c'est les autres facteurs, excusez-moi, voilà, hein, comme le tabac, l'inactivité physique, d'autres pathologies cardiovasculaires. Donc ça, je vous l'ai dit, 6 millions de personnes atteintes, la majeure partie de plus de 65 ans. Mais il faut quand même s'occuper des patients qui ont des troubles auditifs un peu plus jeunes, à partir de 45 ans, on peut avoir des presbyacousies précoces. Et le problème, c'est que seuls 41% des patients sont appareillés, ça je vous l'ai dit aussi. Juste un petit mot, moi je m'occupe du centre d'implantation cochléaire à Nice. Dans cette étude de Retrac, il y avait quand même, dans les surdité, vous voyez, sévère ici, sévère à profonde, 25% de surdité sévère à profonde. 25% de 6 millions, ça fait 2 millions de personnes qui ont des surdité sévères à profonde. On sait que les indications d'implant cochléaire, c'est les surdité sévères à profonde. Il n'y a pas 2 millions de personnes qui ont un implant cochléaire en France. On a à peu près entre 1500 et 2000 par an. Donc le pool croît d'année en année. Et donc on s'aperçoit qu'il y a peut-être là aussi un travail à faire sur l'appareil auditif, on va en parler, mais peut-être aussi sur l'implant cochléaire. Sur l'appareil auditif, ce travail il a été fait, et on s'est aperçu que qu'est-ce qui était le frein à l'appareillage. Alors il y avait le coût, bien sûr, mais ça maintenant c'est réglé, ou presque, mais il y avait aussi le problème d'information et de sensibilisation des populations à se faire réhabiliter. Donc vous voyez, où est-ce qu'on perd beaucoup de patients? Entre le patient malentendant et la prescription, déjà on perd beaucoup. C'est-à-dire que peut-être que le médecin traitant ne va peut-être pas assez conseiller son patient, peut-être que l'ORL non plus. Pousser son patient à être appareillé. Une fois que la prescription est faite finalement, et que le patient a bien compris l'intérêt de se faire appareiller, il est reçu par le zooprothésiste. En France, on a la chance d'avoir des zooprothésistes, des écoles de prothèses qui sont de bonne qualité, donc des zooprothésistes bien formés, et là on voit qu'on a finalement une acquisition d'appareillage. Et ça, c'est pour montrer pour l'implant cochléaire. Donc ça, c'est une enquête qui a été faite par l'Association des patients implantés cochléaires, le CISIC, l'an dernier, qui a essayé de voir qu'est-ce qui avait amené les patients donc en surdité sévère à profonde à finalement se faire implanter. Donc l'implant cochléaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un appareil auditif, sauf qu'il est une partie implantable, préalable, et après on porte un appareil. Et le but, c'est d'aller plus loin que les cellules ciliées qui sont animées et stimuler directement l'air auditif. Donc ça fait un peu peur, parce qu'il y a une opération, les gens se font beaucoup de soucis. Mais finalement, c'est juste un appareil comme un pacemaker, et après on a un appareil. C'est le pacemaker de l'oreille. Et donc on s'aperçoit que qui a conseillé, surtout, c'est les médecins hospitaliers, à moindre mesure les médecins libéraux, et les orthoprothésistes finalement, vous voyez, pas tant que ça. Donc les orthoprothésistes sont bien formés pour adapter les prothèses auditives, et par contre, pour passer le pas et pour envoyer certains de leurs patients qui étaient sévères à l'implant cochléaire, et bien finalement la formation n'a peut-être pas été assez bonne. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'implant cochléaire, c'est une révolution médicale, et ça a évolué ces dernières années de façon impressionnante. C'est-à-dire qu'il y a les années 90-2000, on était au balbutiement, les premiers enfants se faisaient implanter,
et finalement, on avait des résultats qui n'étaient peut-être pas exceptionnels. Mais finalement, la pathologie était découvrée, les techniques chirurgicales ont été découvrées, les compréhensions des mécanismes physiopathologiques de ces chirurgies ont été découvrées, et on obtient maintenant des résultats très très intéressants pour les patients présentant ce type de chirurgie. Et qui est-ce qui a orienté ça, on va l'hypothèse ici, mais l'orthophoniste et l'orthophoniste, on va voir, c'est une des professions paramédicales qui prend de plus en plus de poids dans la prise en charge de l'audition, et on va le voir pourquoi. Donc là aussi, je pense qu'il y a un travail à faire aussi d'éducation vis-à-vis de ces professions paramédicales, que ce soit l'hypothèse et l'orthophoniste vis-à-vis de l'implant cochléaire. Ça, c'est pour vous montrer que finalement, les patients qui ont des sévères à profonde, qui sont peut-être en indication d'implant cochléaire, combien de temps ils ont attendu avant finalement de se faire implanter, puisqu'ils avaient peur, parce que le médecin traitant n'osait pas leur en parler, l'hypothèse non plus, et vous voyez, ils attendent de très nombreuses années avant de passer le pas. Et donc ça, c'est un problème aussi, parce qu'on sait que plus on meurt de surdité pendant une longue période, au plus difficile sera la réadaptation. Alors, l'effet des appareils auditifs sur le déclin cognitif, on a parlé de surdité, lien entre surdité et déclin cognitif, y a-t-il réellement un effet des appareils auditifs sur le déclin cognitif? Alors, il y a une étude française qui fait référence, c'est l'étude de la cohorte PACOUD, personnes âgées, PA, ni de toutes les personnes âgées. Et donc, c'est des patients, vous voyez, comme patients âgés de 35 ans plus, et on les a suivis aussi sur plusieurs années, sur 25 ans, et on s'est aperçu de deux choses. D'une part, le déclin cognitif était bien accéléré chez les malentendants non appareillés par rapport au contrôle, c'est la courbe rouge ici, par rapport à la courbe bleue, et on s'est rendu compte que le déclin cognitif des personnes appareillées peut être similaire à des personnes non-entendantes. Donc, est-ce que ça veut dire que juste l'appareil auditif suffit pour réduire le déclin cognitif? On n'en est pas certain. Il y a d'autres études qui ont émis des doutes, et c'est vrai que ce n'est pas juste parce qu'on va amplifier le son que ça va permettre de limiter le déclin. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça, l'audition. Probablement que la cognitive, par l'isolement, la solitude et tout, attentionnelle qu'elle entraîne, ça constitue un facteur déclenchant ou aggravant de ces troubles neurologiques. Et donc finalement, la prise en charge ne doit pas reposer uniquement sur le fait de mettre un appareil auditif, mais ça en fait partie. Donc si vous voulez, cet apport de la correction auditive sur des études plus récentes, ici une étude de l'an dernier, qui a montré que finalement aussi, sur un très grand nombre de patients, ces cohortes américaines, des suivis longitudinaux sur des très nombreuses années, montré qu'il y a un facteur de risque, et vous voyez, quand on est en dessous de 1, donc 0,8, quand on est en dessous de 1, c'est qu'il y a un apport bénéfique. Et donc l'aide auditive, elle a eu un apport sur les troubles cognitifs, mais pas seulement, sur les troubles de l'humeur également, et sur le risque de chute. Ça c'est important parce que moi, quand j'étais jeune étudiant, les professeurs de gériatrie qui nous disaient un chuteur est un dément qui s'ignore. Et donc, quelque part, vous voyez, finalement, on parle de la surdité, puis on arrive à des défauts cognitifs, à des chutes, et bien voilà, c'est différent, et ça peut même aller jusqu'au décès, si on veut exagérer le truc. Donc ça, je vais peut-être assez rapidement, parce qu'on prend beaucoup de temps, mais voilà, le risque de chute et d'émission, beaucoup de choses peuvent effectivement expliquer pourquoi quelqu'un qui est malentendant a plus de risque de chuter. Et là aussi, dans une série de patients qui étaient en institution, vous voyez, il y a des patients qui avaient un appareil auditif qui avaient moins de risque de chute que ceux qui n'étaient pas réhabilités. Donc ça, les politiques ont bien compris, et si vous avez tous entendu parler de ça, j'imagine, c'est un peu le 100% santé. Au départ, il y avait appelé ça le reste à charge zéro, reste à charge zéro pour leur type, pour le dentaire, mais aussi pour les appareils auditifs. Donc ça, c'est un décret de 2018 qui disait, ben voilà, maintenant vous n'avez plus rien à avoir à payer pour vous réhabiliter d'audition, en sachant que bon, c'est un accord qui a été fait avec les mutuelles, parce que la Sécu prend une petite partie, c'est les mutuelles qui abondent énormément. Et donc ce remboursement, il s'intègre bien sûr dans la prise en charge de l'appareil auditif, mais pas uniquement. C'est vraiment la stratégie du bien vieillir. Et donc le but était d'organiser au mieux le parcours de soins du malentendant. Donc on l'a bien compris, le parcours de soins au niveau sociétal, c'est sur 100% santé. On va pouvoir réhabiliter au niveau auditif tous les patients malentendants, c'est pris en charge par la société. Au niveau individuel, c'est un peu plus complexe quand même, puisque vous voyez ce que j'appelais la nébuleuse du patient sourd. Le patient malentendant, il est pris de toutes parts, entre sa famille, le médecin traitant, l'entourage, et parfois, comme je l'ai dit, c'est insidieux cette surdité, donc lorsqu'on va aller consulter, on a du mal à faire un diagnostic, ça prend du temps.
Donc il est un peu perdu, et finalement cette prise en charge de multidisciplinaire, on l'a vu, avec le gériatre aussi, avec les psychiatres, avec les neurologues, c'est très important d'avoir une prise en charge globale du vieillissement, et l'autre surtout individualisée. Et quand je dis multimodal, c'est que il y a plusieurs modalités de réalité de l'audition. Pas uniquement la paralytique, mais aussi cette prise en charge, on va dire, du cerveau auditif. Et là, qui est le mieux placé pour s'en occuper? À mon sens, c'est l'orthophobie. Donc avant de parler d'orthophobie et de réhabilitation auditive, juste un petit mot sur cette prise en charge individualisée et le rôle pour les spécialistes de l'audition. Alors quand je dis spécialistes de l'audition, je mets en priorité l'ORM et l'audioprodésiste. Puisque le rôle de notre travail, c'est de pouvoir avoir un diagnostic, patient qui a une surdité, type de surdité, importance, ancienneté, évolutivité. On doit bien sûr analyser ça par rapport au patient, son âge, ses capacités cognitives, sa motivation, l'état anatomique de son oreille externe, de son oreille moyenne, de son oreille interne, puisque c'est à l'issue de tout ça, de cette analyse, qu'on va pouvoir proposer une technique de réhabilitation. Et cette réhabilitation, ça peut aller de la chirurgie d'implant, des osseillés, au cours des auditifs classiques en conduction aérienne, c'est indiqué APTA sur le diagramme. Ça peut être des implants cochléaires, mais ça peut être aussi d'autres types d'implants. Il y a plusieurs autres types d'implants qui existent, dont certains sont remboursés également par la sécurité sociale, des implants d'oreille moyenne, des implants en phase osseuse, et chaque implant n'est pas fait pour toutes les surdité. Donc il y a un diagnostic précis à faire. Et quand je dis les moyens humains, donc là j'ai fait ma présentation sur Mac, depuis je vois c'est tout de travers, parce qu'on le passe sur un PC, mais c'est pas grave. Les moyens humains, il ne faut pas oublier l'orthophobie. Et pourquoi? Et bien parce qu'on sait très bien que les problèmes de compréhension, il y en a qui sont surajoutés liés à l'âge. On l'a vu, ces liens entre la cognition, la mémoire auditive, le travail cérébral pour entendre. Et cette atteinte cognitive par le vieillissement peut se rajouter pour gêner l'intégration corticale du message verbal. On a l'habitude de dire qu'on entend avec son oreille et qu'on comprend avec son cerveau. C'est un petit peu ça. Pour vous montrer ça, très simplement, ici vous avez les diagrammes. Ça, c'est la compréhension, le taux de compréhension vocale, et ça, c'est l'intensité en décibels. Quelqu'un qui est jeune, vous voyez déjà dans un contexte connu ou inconnu. Quand le contexte est connu, on sait de quoi la personne nous parle, on comprend beaucoup plus vite, on comprend beaucoup mieux. Par contre, quand le contexte est inconnu, il faut augmenter le son, parce qu'on a besoin d'aller chercher des indices possibles pour essayer de comprendre de quoi nous parle votre interlocuteur. Quelqu'un qui a un vieillissement cognitif, on voit pas le moteur. J'ai un moteur aussi. Voilà. Donc là, le contexte connu, vous voyez, les patients entendent très très vite et très bien. Par contre, si le contexte est inconnu de phrase, eh ben, il faut augmenter le son, l'intensité pour qu'ils comprennent. Quelqu'un qui a âgé 113 diapositives, vous voyez que l'écart ici entre le contexte connu et inconnu est augmenté. Ce qui montre bien que le traitement du signal, ça prend un peu plus de temps. Le processeur, il rame un petit peu. Et quand on est 13 diapositives, on a à la fois le vieillissement de l'oreille plus le vieillissement cérébral. Donc à la fois, il faut corriger l'audition, il faut aussi corriger le cerveau pour entendre. En tout cas, ça s'entraîne le cerveau. Et on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui vont gêner l'audition. On appelle les facteurs de stress. Donc il y a le plus connu, c'est le bruit. Vous savez très bien que toutes les personnes dans l'environnement te disent dès qu'il y a du bruit, ça s'entend rien. Dans le famille, au restaurant, on sait que c'est un facteur de stress surajouté le bruit. Et ça, c'est le plus difficile à traiter, à la fois en prothèse auditive et en orthophonie. Mais l'entraînement auditif, les nouveaux appareils auditifs permettent, ont des fonctions pour essayer d'améliorer ça. Ce qu'on appelle le stress cognitif, c'est la charge cognitive. Ce memory load, comme disent les anglo-saxons. Le processeur, il travaille trop. On met trop d'informations à traiter, donc il a du mal. Donc ça, il faudrait arriver à essayer de diminuer tout ça. Et on sait aussi que les facteurs sociaux, socio-émotionnels peuvent jouer selon certains contextes. Donc le but de la réadaptation auditive va être de réduire ces stress, si on peut. Donc si on peut par certaines modifications de comportement, de l'environnement sonore, et puis par l'entraînement auditif et cognitif. Cet entraînement, qui sait qu'il est mieux à même de le faire, alors on peut se le faire tout seul, avec des logiciels, avec la télé, avec la bière, on peut faire beaucoup de choses tout seul, mais si on était pour un professionnel, c'est encore mieux. Et donc là, l'orthophoniste va tout son rôle. Pour faire comprendre ça, quelques petites diapositives sur un modèle de communication orale qui est assez reconnu, par tout le monde. Donc on parle de compréhension d'attention. Donc ça, c'est
Le but ultime, c'est comprendre la parole, et si on la comprend dans le bruit, c'est encore mieux. Donc, qu'est-ce qui joue en premier? C'est l'audibilité. Déjà, il faut entendre. Donc, ça, c'est le rôle du chirurgien de l'oreille ou de l'orthophoniste, c'est de tout faire pour augmenter le son qui va au cerveau. Ensuite, il faut adapter ses stratégies d'écoute. Ça, je vous l'ai dit. Quelles sont-elles? Voilà, peut-être pas tout est listé, vous les reliez, hein, mais essayer de tout faire pour faciliter la communication avec l'autre. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on sait que comment ça se passe pour comprendre. On a d'abord un traitement phonétique. D'abord, certaines personnes vont avoir un traitement plus phonétique et d'autres un traitement un peu plus sémantique. La phonétique, c'est quoi? C'est essayer de distinguer précisément les syllabes, les phonèmes, pour aller reconstruire la phrase. Alors que la sémantique, c'est le sens des mots. Donc c'est d'arriver par rapport à, on entend peut-être qu'une ou deux syllabes sur un mot, sur une phrase, mais on va reconstruire parce qu'on sait le sens de la phrase ou du mot. Les traitements sémantiques doivent être bien sûr liés aux fonctions cognitives. On l'a déjà dit. Attention, concentration, émotion, humeur. Et comme on l'a dit, la déficience cognitive s'accompagne d'une accélération de la copie cérébrale locale. Donc aucune complique le problème. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Les mots, les phrases activent non seulement le cortex auditif où ils sont entendus, mais également plusieurs aires cérébrales où ils sont compris par des corrections sémantico-cognitives. Donc la conscience sémantique, la conscience des mots, la conscience chronologique, la capacité à percevoir, d'écouter, à écouter les idées sonores. Donc vous voyez, là, on voit tout de suite une différence. La différence, c'est quoi? C'est que le traitement phonétique, ça prend du temps. On dit sur les lèvres, on essaie de repérer chaque syllabe, ça prend du temps. Les voix sémantiques, c'est des voix un peu plus centrales, cérébrales, ça va plus vite. Et on voit qu'il y a certains profils de personnes qui ont des profils différents de traitement de ces informations auditives. Selon l'éducation, selon la profession, selon si on a été amené à solliciter tel ou tel type de voix. Hein. Donc on sait qu'on est tous différents de ce côté-là. Et ce qu'on sait, c'est que finalement, plus l'identification est automatisée, et plus elle est rapide et précise, et moins elle utilise de charge cognitive. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur ça en ce moment, pour essayer de voir si, par des tests simples, on arrive à identifier les voies de traitement privilégiées de certains patients par rapport à d'autres, pour faire quoi? Pour adapter la rééducation prophonique. Puisque si, finalement, on considère que le fait d'avoir une surdité, ça va entraîner un déséquilibre de l'ensemble du système et une compensation qui peut être parfois mauvaise, de la plasticité cérébrale, les aires auditives, on sait qu'elles peuvent être catastrophiques, je vous l'ai montré en début de présentation, et qu'est-ce qui va prendre le dessus souvent? C'est les aires visuelles. Puisque les aires visuelles, les patients utilisent beaucoup sa vision, la lecture labiale, pour essayer de repérer qui parle et lire sur les lèvres. Et donc il y a une modification de tout ce cortex qui le fait. Et le fait peut-être de réinverser, si c'est possible, là, ça peut probablement aider les patients malentendants. Donc en conclusion, vous avez compris que la prévention auditive est devenue essentielle pour limiter le vieillissement auditif mais global, qu'il faut améliorer l'écoute, ça c'est le rôle de l'orthophoniste, mais qu'il faut surtout entraîner le cerveau, par l'orthophoniste notamment, mais pas que. Alors c'est vrai qu'on dit qu'il faut faire des mots croisés pour bien vieillir, mais il ne faut pas que, très probablement, hein, il faut aussi bien prendre conscience que bien vieillir, c'est certes bien prendre de l'âge, mais c'est surtout continuer à prendre sans relâche. Bonjour, Philippe. Voilà, donc je continue donc sur la réhabilitation auditive. Donc pour créer une transition avec la communication qui vient de vous être présentée, en fait, peu de facteurs associés au vieillissement cérébral pathologique sont modifiables. Nicolas en a parlé tout à l'heure, hein, la génétique, l'instruction, les revenus, le loisir, l'activité sociale, la personnalité, hein, difficile de changer la personnalité de quelqu'un, de son métier, l'alimentation, les activités physiques. Nous, on va s'intéresser aux fonctions sensorielles, bien évidemment. Et on voit ici les 4D du vieillissement cérébral, qui est un problème de santé publique. On voit que pour les personnes âgées, la dépression, ça représente 20%. Dans les cas de démence, c'est 10% des 65 ans et plus, 20% pour les 80 ans et plus, dont 2/3 de cette terrible maladie qui est la maladie d'Alzheimer. La dépendance, ça coûte 5 milliards d'euros en 2014 à l'État. On prévoit 11 milliards en 2040, et puis bien sûr les décès. Voilà. Donc il était important de faire une réforme intelligente et nécessaire, qui est le 100% santé,
pour l'ensemble de nos concitoyens qui ne pouvaient pas accéder à l'appareillage auditif. C'est chose faite depuis le 1er janvier 2021. Alors cette réforme, elle a commencé en 2019 avec sur les appareils de type classe 1, un tarif maîtrisé, voilà, et progressivement jusqu'au 1er janvier 2021, où là, le tarif maintenant est à 950 € avec une prise en charge de l'assurance maladie de 240 €, ce qui correspond à peu près à 60% de la base qui est aujourd'hui de 400 €. Avant, en 2010, elle était de 200 €, elle a donc doublé. Et les complémentaires de santé qui vont amener 710 € de remboursement pour des complémentaires de santé qui sont responsables. Et s'il n'y a pas d'accord préalable, hein, c'est une obligation. Donc aujourd'hui, on peut donc bénéficier d'un appareil de classe 1 entièrement pris en charge depuis le 1er janvier 2021. Donc c'est quand même un événement important dans le monde de l'audioprothèse, parce que jusqu'avant, il y avait un reste à charge obligatoire. Voilà. Après, vous avez les appareils de classe 2, il n'y a que 2 classes, avant il y en avait 4, donc il y a quand même un souci, une volonté de simplification. Les appareils de classe 2 sont des technologies plus actuelles, et eux vont bénéficier du même remboursement que de la sécurité sociale, soit 60% de la base, c'est-à-dire 240 €. En général, les complémentaires de santé font le complément du ticket modérateur, c'est-à-dire elles vont compléter jusqu'à 400 €. Donc, en général, on peut prétendre à 400 € de remboursement par appareil auditif sur les classes 2, plus un forfait qui vient s'ajouter en fonction du contrat de chacun. Voilà. Alors, on a voulu faire en sorte, dans cet accord de branche, comme l'a dit le docteur Nicolas Guevara, un accord de branche entre les pouvoirs publics, les spécialistes de l'audition et les complémentaires de santé. On a voulu faire en sorte que les appareils classe 1 et classe 2 aient un minimum de technologie. Donc on a fait un socle technologique, plus une liste A avec des options technologies additionnelles et la liste B. On voit que les appareils de classe 1 bénéficient du socle et de 3 options en liste A, les appareils de classe 2 de 6 options en liste A et d'une option en liste B. Alors voilà le socle, je ne vais pas tout vous l'énumérer. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a au moins 12 canaux de traitement. Hein, c'est les canaux fréquentiels d'un appareil auditif pour mettre la correction auditive dedans, qu'il y a un système anti-sifflement, donc ça c'est important, et puis une directivité, aller chercher la voix dans le bruit. Donc ça c'est dans le socle, on le retrouvera donc dans tous les appareils disponibles. Ensuite vous allez avoir les options en liste A et en liste B, où donc il y en a 3 pour les classes 1 et 6 pour les classes 2 en liste A. En liste B, les classes 2 vont avoir des bandes passantes qui sont beaucoup plus élargies, donc ce qui va permettre d'avoir une émergence des sons beaucoup plus grande, hein, je pense que c'est important. Voilà. Et puis il y a un minimum de 20 canaux avec une batterie rechargeable. Voilà, les appareils sont devenus rechargeables, et c'est important, on y reviendra. Voilà, donc il y a un panier de soins qui est qualitatif, hein, les appareils de classe 1 ont un niveau technique relativement élevé, ça reste des technologies qui datent de 4 à 5 ans, mais toutes sommes tout à fait efficaces. Et puis, ça représente, depuis le 1er janvier 2021, 35 à 40% des adaptations en France. Hein. Donc, il y a une grande population des malentendants qui est venue faire l'acquisition, la démarche de se faire équiper avec ces produits. Ça a aussi généré plus d'appareillage dans leur globalité. Hein. Il y a 2 tiers sur les 35 à 40% d'augmentation de ventes en France depuis le 1er janvier. On compte 35% d'appareils classe 1 et 65% d'appareils classe 2. Donc ça a aussi généré, ça a eu un effet de catalyseur pour l'ensemble des malentendants. On va retrouver dans les appareils de classe 1 tout type d'appareils, aussi bien des contours d'oreilles que des petits appareils à embout ouvert que des intra-auriculaires. Ils ont 4 ans de garantie. Ce sont des appareils à pile. Alors une pile, ça se change tous les 6 à 7 jours pour un appareil derrière l'oreille et tous les 4 à 5 jours pour les appareils intra-auriculaires. Alors à condition de ne pas utiliser les systèmes Bluetooth qui vont avoir une grosse consommation, on y reviendra. Voilà. Et puis il faut savoir, parce qu'on l'oublie souvent, qu'il y a des différences qualitatives entre les appareils classe 1. Ils ne sont pas tous de niveau égal. Hein. Mon groupe a choisi d'offrir le meilleur à nos patients, car je crois que c'est dans notre intérêt d'avoir des patients satisfaits. Voilà. Alors, je vais profiter de la semaine du son pour parler d'une notion dont on parle peu quand on parle d'appareillage auditif. C'est vrai que souvent, le patient, il fait répéter, son entourage le contraint un peu à aller se faire équiper, parle fort. Voilà. Et puis, l'idée de porter une prothèse, d'avoir à l'acheter. Et puis, c'est une prise en charge qui va être permanente. Bon, il n'est pas très motivé, il n'a pas forcément envie, mais il va le faire en général contraint.
Et on se rend compte que quand on appareille quelqu'un, il a beaucoup de plaisir. Et dans les premières semaines, il nous témoigne le fait qu'il retrouve de la joie, du bonheur, un peu comme s'il avait une audition qui petit à petit était en noir et blanc. Et une oreille, en fait, elle vieillit principalement dans les aigus. Et quand nous, on remonte les aigus progressivement au fur et à mesure des semaines, le patient va avoir l'impression d'avoir une audition en couleur. Voilà, il va retrouver un plaisir à écouter de la musique, à retrouver du relief, de la profondeur, de la netteté. Il aura plus d'oiseaux dans son jardin, plus mélodieux, il se positionnera mieux dans la nature. On l'a vu tout à l'heure. D'ailleurs, il y a de la musique partout, hein. Voilà, donc il va retrouver aussi du lien social, donc le bonheur d'échanger avec ses collaborateurs, de pouvoir les écouter, participer avec ses amis, avec sa famille, retrouver une complicité avec ses petits-enfants. Voilà, toutes ces notions de plaisir que souvent on omet de parler quand on vient dans une démarche d'appareillage auditif, et pourtant elles sont essentielles. Voilà, et puis en contact avec son environnement, c'est vrai que d'entendre son voisin démarrer avec sa moto, entendre quelqu'un qui s'approche de vous, on est connecté, le cerveau est connecté, ça lui fait du bien. Hein, le docteur Guevara en a parlé, et donc tout ça c'est essentiel. Alors, bien évidemment, je ne vous cacherai pas qu'une fois qu'on est habitué à son appareil auditif, hein, c'est comme un très bon et très confortable canapé, hein, on a une sorte de dépendance positive, et que quand on a une sensation de facilité à l'écoute, qu'on n'a plus besoin de se tendre l'oreille, comme on dit, d'aller chercher l'information. Souvent, moi j'ai des patients qui viennent en première intention, ils sont presque penchés sur mon bureau pour m'écouter. Voilà, quand on est en effet relâché, que l'information vient facilement à nous, et que on retrouve des capacités cognitives, c'est sûr qu'on n'a plus envie de passer une journée ou deux sans son équipement auditif. Donc là, il faut faire appel à des maisons spécialisées, hein, des audioprothésistes de renom, qui seront toujours présents au cours de l'accompagnement et du suivi de l'appareillage, pour dépanner, pour prêter un appareil, le cas échéant, parce que ça devient vraiment un outil indispensable. Alors, je vais vous parler aussi, puisque c'est la semaine du son, de mon métier d'audioprothésiste, parce que là aussi, bizarrement, quand on fait une démarche pour se faire appareiller, on a l'impression qu'on va acheter un appareil auditif et puis que ça s'arrête là. Non, il y a quand même un métier, hein, que j'exerce depuis 25 ans, et je ne suis pas juste un vendeur de télévision, même si j'ai du respect pour les vendeurs de télévision, attention. Hein. Voilà, nous, on est des kinés de l'oreille, voilà, et en fait, il s'avère qu'un patient malentendant, quand il commence à faire répéter, il ne va pas tout de suite arriver en courant chez l'ORL, il va attendre un peu. Et puis quand il arrive chez l'ORL, et puis que l'ORL nous l'envoie pour se faire équiper, il a perdu au minimum 30% de son audition. Pourquoi ? Tout simplement parce que la voix humaine, elle est entre 40 et 60 décibels. Donc pour faire répéter quelqu'un, pour commencer à faire répéter quelqu'un, il faut avoir perdu un tiers de son audition. Donc nous, on se retrouve avec des patients qui ont des habitudes, hein, de mal entendre, qui ont une surdité acquise, et il va falloir donc rééduquer, adapter progressivement. Voilà, on est des coachs de l'oreille, on va avoir un cahier des charges qui, semaine après semaine, on va stimuler l'organe à entendre de mieux en mieux, de plus en plus, en respectant la capacité du patient à supporter cette correction auditive. Voilà, alors on va personnaliser les réglages en fonction de l'âge de l'individu, de son mode de vie, de sa sensibilité. On va adapter progressivement aux besoins de chacun. Alors, quelque chose qui est singulier dans notre métier, c'est qu'aussi on peut faire un essai gratuit, hein, de l'appareillage auditif. Alors, la loi aujourd'hui l'oblige à 1 mois, on peut même prolonger à 2 mois. Bon, alors, on ne peut pas faire ça pour les voitures, on ne peut pas faire ça pour les maisons, mais pour l'appareil auditif, vous pouvez le faire. Voilà, et donc ça vous permet en fait de faire une démarche qui est décontractée, puisque vous n'avez pas besoin de prendre une décision active en disant « ça y est, je m'engage à être appareillé toute ma vie ». Non, tiens, je vais peut-être faire une expérience auditive, franchir un pas de plus, voir qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et le plaisir sera là au rendez-vous pour convaincre le patient. Donc, autant lui permettre de faire un essai, d'essayer les technologies. Hein. On parle de classe 1, on va parler de classe 2. Est-ce qu'il y a une réalité entre les deux ? On peut essayer la différence. Et puis, il y a des marques d'appareils auditifs. Une activité de recherche et développement constituée par le ministère de l'Environnement, par la voie de différents organismes. Et nous intervenons aussi dans le groupe de travail, souvent également des spécialités. Nous intervenons aussi dans le travail. Et un des objectifs de cette étude, c'est bien entendu est important, garant d'une efficacité dans le temps. Il y a une étude qui montre que si on n'entretient pas son appareil auditif, si on ne va pas voir son audioprothésiste tous les 3-4 mois, au bout de 9 à 10 mois, on a une perte de l'efficacité de l'appareil.
Voilà, donc ça c'est très important. La règle des 3, c'est quoi? En fait, finalement, la satisfaction d'un patient appareillé, c'est un tiers, c'est le choix de l'appareil, alors que souvent, beaucoup de nos patients ont l'impression que c'est 80%. L'autre tiers, ça va être mon métier, c'est-à-dire l'adapter, le personnaliser, puis surtout amener l'oreille à récupérer un maximum d'informations et de corrections. Et puis ensuite, ce service et ce suivi qui va en général représenter à peu près 19 heures au cours de la vie d'un appareil, parce qu'un appareil auditif, en moyenne, on le renouvelle tous les 5 ans. Il peut avoir une durée de vie de 7 à 8 ans quand même. Hein. Voilà. Et alors après, aujourd'hui, c'est vrai que les technologies évoluent beaucoup. On parle de télésoins auditifs. On peut faire du réglage à distance. Je vous en parlerai tout de suite après. Mais dans mon métier, le contact humain est essentiel. C'est vrai que c'est quand même pas une démarche qui est facile d'avoir à mettre un appareil auditif. Et je pense que comme dans la relation entre beaucoup de patients et de professionnels de santé, le présentiel est essentiel. Voilà. Alors là, c'est un test auditif que l'on pratique depuis un grand nombre de décennies. Ça s'appelle un gain prothétique en champ libre. Vous avez là... Alors, non. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Hein. Oh. Il est où le laser? Le point rouge. Tu l'as trouvé tout à l'heure? Bon. Excusez-moi. C'est où? C'est ça, ok. Merci. Voilà, donc là, vous avez ici une perte auditive à 80%. Et vous avez la courbe au-dessus qui est le bénéfice qu'a apporté l'appareil auditif, donc un gain prothétique. Donc on peut être très content de ce résultat. On l'obtient aujourd'hui souvent, on va même jusqu'à 20-25 décibels si on est jusqu'au boutiste. Par contre, on n'a pas cette notion de fatigue auditive, de tolérance. Est-ce que le patient, dans toutes les situations, va supporter un bénéfice aussi grand? Ça, c'est le rôle du professionnel avec son patient au cours des semaines, dans la vie de tous les jours, de voir comment il supporte la correction, comment on peut adapter l'appareil pour qu'il ait ce bénéfice en permanence. On va aussi retrouver un autre test qui est un test de compréhension. Donc là, c'est des listes de mots qu'on fait répéter. Donc là, on a un très bon scoring. Là, c'est pareil. Est-ce que le patient il va avoir une bonne compréhension à l'apéro, mais après, au cours du dîner, il n'arrivera plus à suivre? Donc c'est cette relation entre le professionnel et le patient au cours de son appareillage qui nous le déterminera et qui est essentiel. Voilà. Alors, toujours dans le métier, dans la réussite de l'appareillage auditif, il se trouve qu'il n'y a pas que l'appareil auditif, il y a aussi sa terminaison, c'est-à-dire les embouts, c'est-à-dire la petite partie qu'on met au fond du conduit auditif. Il existe deux sortes de prise en charge. Vous avez les embouts standards, qui sont des petits manchons en plastique analergique. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut en essayer différentes tailles, c'est toujours disponible, c'est disponible immédiatement, on peut dépanner quelqu'un, voilà. Et c'est du consommable, c'est-à-dire qu'au bout de 4 mois, on remet du matériel tout neuf. Bon, la problématique de ça, c'est que c'est un peu trop utilisé, à mon sens, dans la profession, car ça devrait être fait pour un appareillage sur 2, alors qu'actuellement, c'est plutôt 4 appareillages sur 5, pour des raisons de facilité et de rapidité. Voilà. Alors pourquoi on ne peut pas utiliser ces embouts standards tout le temps? Parce que s'ils sont trop gros dans un conduit qui est en général ovoïde, là on a plutôt des embouts sphériques, on va avoir une compression qui générera une gêne. Si on est trop occlusif, le conduit auditif il est fait pour être aéré, respirer, c'est pas très physiologique, mais en plus on aura la résonance de sa propre voix et les ouïes de mastication. Et à contrario, s'il est trop petit, il ne tiendra pas et on perdra l'efficacité de l'appareil. Ou s'il est trop aéré, on va perdre de l'efficacité puisque une partie de l'énergie acoustique va s'échapper. Donc la solution que je préfère dans un appareillage sur 2, c'est de faire une empreinte de l'oreille, ce que l'on fait déjà pour les intra-auriculaires, et de faire un embout à la mesure du conduit auditif. Ça garantit la tenue. Aujourd'hui, avec les masques, nos patients perdent souvent leur appareil. Donc là, ils ne peuvent pas le perdre car on est bien présent dans le conduit auditif. On est toujours au même endroit. Et puis, on peut travailler sur l'aération, la ventilation du conduit et son étanchéité aussi. Pour les patients qui souffrent d'allergie ou d'eczéma, on a des solutions en titane qui sont des solutions assez radicales en général.
Voilà. Alors les fuites acoustiques, c'est vrai que si on n'a pas le bon embout, ben, toute l'efficacité de l'appareil, de la technologie dont on vous parle, ben, on va en perdre une grande partie. Il faut voir ici sur cette étude que quand on a un embout qui est trop aéré, on perd 35 à 40 décibels d'efficacité, c'est considérable. Et puis les réducteurs de bruit, la directionnalité des appareils aussi va s'en trouver lésée. Voilà. Si à contrario on est trop étanche, ben voilà, on va avoir l'impression de parler dans un tonneau, d'entendre ces bruits de mastication, j'ai déjà dit. Surtout en plus, le malentendant a tendance à parler fort. Voilà. L'insertion, elle est essentielle. Si on est trop profond dans le conduit auditif, dans la partie osseuse, on va avoir une gêne, une douleur. Si on est trop dans la partie cartilagineuse vers l'extérieur, on va avoir une résonance de la voix parce que la cavité sera trop large. Et puis, bah, si à la marche et à la mastication, l'insertion, l'appareil ressort, on perd bien évidemment l'efficacité avec des risques de perte. Voilà. Alors, je vais en revenir maintenant à la technologie classe 2. Tout à l'heure, on a parlé des classes 1. J'ai fait un petit interlude sur ma profession, je me suis fait plaisir. Voilà. Et là, on va parler donc les classes 2 et du rechargeable. Alors, il faut savoir que le rechargeable, la pile ion-lithium, c'est une petite révolution. Il y a eu un prix Nobel en physique à ce sujet, à savoir qu'aujourd'hui, un accu dure 5 ans. Il y a encore 3 ans, et il durait 9 mois. Et que l'autonomie de l'accu, c'est 18 heures au lieu de 10. Donc, on a fait d'énormes progrès, ce qui font qu'aujourd'hui, 85% des appareils vendus sont rechargeables. Voilà. Alors, le Bluetooth, c'est vrai que c'est de plus en plus utilisé par nos patients. Le streaming, écouter de la musique, écouter des films, répondre à son téléphone avec son appareil auditif, écouter sa télévision, son ordinateur, son iPad. C'est une double consommation énergétique. Donc, sur une pile jetable, on n'est plus à 7 jours, on va tomber à 5 jours. Sur un intra-auriculaire à 2 jours. Donc, ça devient compliqué si on veut bénéficier des dernières technologies Bluetooth. On n'a plus besoin d'allumer et d'éteindre son appareil auditif quand il est rechargeable, donc c'est pratique pour la manipulation des plus jeunes et des plus âgés. Et il faut savoir qu'avec l'augmentation du remboursement des appareils auditifs depuis 2019, on a eu un déremboursement des piles de la part de la Caisse d'assurance maladie. Alors, s'il fallait véritablement retenir une différence entre les appareils classe 1 et classe 2, c'est le sujet qui arrive, c'est-à-dire la discrimination dans le bruit. En fait, on a une étude qui a été faite par un étudiant en audioprothèse de la faculté de Lyon, Jules Morel, voilà, pour l'obtention de son diplôme qu'il a eu, je vous rassure. Eh ben, il a comparé des appareils de haute technologie classe 2 avec des appareils classe 1. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'à la vue des résultats, on peut en conclure que l'appareil classe 1 remboursé à 100% depuis 2021 donne des résultats satisfaisants avec la plupart des patients, et qu'un appareillage haut de gamme s'avère tout de même conseillé pour les patients dont le quotidien est rythmé par des situations complexes telles que des réunions ou des restaurants ou des films. Alors, c'est un jeune étudiant, mais quand on lit la conclusion, on se dit oui, mais finalement, qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie? Est-ce que ce n'est pas ces fameuses situations complexes? Est-ce que ce n'est pas un repas de famille, une réunion avec mes collaborateurs, d'être au théâtre, de regarder un bon film? Si c'est pour être dans mon jardin ou discuter à deux, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Donc, nous, ça fait 25-30 ans que nos patients nous demandent de pouvoir entendre dans ces situations complexes. Aujourd'hui, on a les produits pour ça. Ils sont bourrés de technologie. Donc, pour moi, la différence, elle est très, très grande. Elle va bien au-delà de l'amélioration constatée, à savoir qui est quand même importante. 36% d'amélioration jugée par des gens qui avaient déjà un appareil auditif, donc qui avaient une éducation prothétique, et 25% pour les primo-appareillés. Dans les appareils de technologie classe 2, on va voir des évolutions dans la détection du larsen. C'est vrai que dans les systèmes électroacoustiques, micro-haut-parleur ampli, on a souvent des sifflements, la fréquence de résonance. Si je m'approche trop près avec mon micro du haut-parleur, ça va siffler. Et donc ça nous a toujours accompagnés comme une gêne importante. Et souvent la solution, c'est de fermer l'oreille quand on veut amplifier les aigus. Mais si on ferme l'oreille, vous l'avez compris avec l'exposé que je viens de faire, c'est inconfortable. Voilà, et si on ne corrige pas assez les aigus, on va perdre de l'efficacité. Grâce à ces nouveaux systèmes, ça nous permet de faire des compromis qui sont tout à fait acceptables et efficients. Alors l'appareil auditif de dernière génération, il va s'adapter aux différents environnements pour réduire l'effort cognitif, la fatigue, et pour permettre d'être plus en forme dans les situations complexes. Là, on voit un garçon à la plage avec sa copine à droite. Donc, côté gauche, il a du vent. Côté droit, il a une voix aiguë, un peu comme dans une voiture avec la fenêtre. L'appareil gauche va réduire le microphone, l'appareil droit va privilégier la voix. Il y a 4 milliards d'informations qui circulent entre les deux appareils de haute technologie.
Là, on a un enfant qui crie, alors dehors, donc il n'y a pas de réverbération. L'appareil va limiter uniquement les sons forts pour pas qu'il soit gêné. L'aspirateur, aucune information utile. Les appareils vont réduire le bruit pour pas que le patient soit fatigué quand il va sortir de chez lui pour aller discuter avec ses copains. Et à contrario, on va avoir un concert de musique où là, il faut une bande passante très large, il faut tout prendre, un maximum, pour avoir une linéarité, un relief, une discrimination. Donc on voit que le traitement du son des appareils est totalement différent d'une situation à l'autre, et c'est pour ça qu'il a fallu attendre autant de temps et de bénéficier de cette technologie. Il y a même des appareils auditifs qui ont 2 amplis, un ampli pour la compréhension dans le bruit et un ampli pour la musique. Voilà, alors on va gagner 30% d'intelligibilité en plus. Alors je ne vous promets pas d'être intelligent 30% de plus, hein, c'est de l'intelligibilité, c'est la compréhension. Voilà, c'est 20% d'effort d'écoute en moins, 20% de mémorisation supplémentaire. Voilà, ça nous permet de repousser les limites dans le bruit. Il y a encore quelques années, on se demandait vraiment si on arriverait à améliorer nos patients malentendants appareillés dans le bruit. Et donc, on réduit l'écart entre un patient appareillé et un patient normand-entendant. Alors, ces pourcentages, ils datent d'une étude qui a été faite il y a 2-3 ans, donc on peut augmenter les chiffres aujourd'hui. Alors, on va gagner aussi avec les appareils de classe 2 plus de discrétion. On a des appareils qui sont intra-profonds, très près du tympan. On a des appareils qu'on peut porter 24 heures sur 24, qui sont des appareils jetables. Et on va bénéficier donc de performances dans ces appareils classe 2, puisque jusqu'à présent, avec les appareils classe 1 et les autres technologies plus anciennes, on focalisait la captation du son vers l'avant. Aujourd'hui, avec l'interoralité, la communication binaurale, on va avoir une captation du son à 360 degrés. Les oreilles vont mieux s'équilibrer comme le font les nôtres. Enfin, les appareils vont mieux s'équilibrer pour le malentendant. Et puis, donc, ça, on va entendre clairement à plusieurs, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, avec moins d'efforts et de fatigue auditive. Alors, j'en terminerai avec les appareils de toute dernière génération, qui sont dotés de capteurs et d'intelligence artificielle, à savoir qu'on va avoir ici bientôt des appareils qui pourront mesurer la fréquence cardiaque et prévenir en cas de besoin le cardiologue d'une augmentation du pouls. On va avoir des appareils qui vont prévenir en cas de chute. Hein, si mon patient malentendant tombe, ça va prévenir ses proches et lui dire où est-ce qu'il est tombé. On aura une transcription voix-texte. Voilà, je suis malentendant, je suis appareillé, mais j'ai quand même cette appréhension de me dire est-ce que je vais comprendre tout ce que me raconte mon notaire ou mon médecin. Et bien, sur mon smartphone, je vais avoir tout qui va être pris en sténo. The meeting is at 2 p.m. Voilà, il y a des appareils qui traduisent plus de 24 langues étrangères, donc Excuse me. peut-être une Could you mauvaise please help nouvelle me? pour les profs de langue. Por supuesto, señor. La programmation à distance. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de rééducation auditive, d'apprentissage semaine après semaine, d'essais qui durent 4 à 8 semaines. Donc, c'est une visite par semaine, au moins pendant 2 mois, et puis après tous les 4 mois, avec de temps en temps des réglages nécessaires en fonction des besoins. Parfois, c'est vrai que ça peut être une option pratique pour quelqu'un qui est éloigné, pour quelqu'un qui est à mobilité réduite, de pouvoir régler son appareil lors d'un rendez-vous avec son professionnel à distance par l'intermédiaire de son smartphone. Envisager de faire un appareillage auditif complet et total à distance ne me semble pas raisonnable au jour d'aujourd'hui, pour toutes les raisons que je vous ai énumérées tout à l'heure, tous ces détails qu'il faut régler, paramétrer pour avoir quelque chose de parfait. Voilà, il y a l'autodétection des pannes. Le matin, je me réveille et mon smartphone va me dire que le micro marche bien, le haut-parleur marche bien, l'ampli marche bien. Ça a l'air de rien, mais des patients parfois ne se rendent pas compte que sur une des 2 oreilles, un appareil a perdu 40% de sa capacité. Donc on peut du coup agir rapidement. Je vais bientôt en terminer. Voilà, alors là, on sort carrément du champ de l'audition. Il faut savoir que grâce aux capteurs et aux gyroscopes embarqués sur les appareils auditifs, on peut mesurer l'activité du patient, combien de fois il s'est levé dans la journée, combien de temps il s'est déplacé. Voilà, score cérébral, est-ce qu'il a écouté la télévision, est-ce qu'il lui-même a parlé, a communiqué. Donc on va pouvoir faire un scoring de tout ça. Alors bien évidemment, ces éléments existent déjà en sport et d'autres capteurs. Là, ils sont en fait tout intégrés dans une même application. Donc si j'ai par exemple un de mes aînés qui reste prostré assis toute la semaine chez lui
je vais pouvoir m'en rendre compte. Donc ça peut être une vigilance, une surveillance assez importante. Voilà, donc j'en terminerai par, grâce à une véritable prise de conscience des risques de régression cognitive pour le malentendant, grâce aux progrès technologiques dont je viens de vous faire part, des implants cochléaires que pose le docteur Nicolas Guevara, bientôt professeur. Ces implants cochléaires ont fait d'énormes progrès aussi. C'est vrai que de placer directement au contact du nerf auditif un implant, ça règle un grand nombre de problèmes et c'est vraiment une solution dont on doit faire de plus en plus appel, grâce à la réforme intelligente, vous l'avez compris, du 100% santé, voilà, et puis l'évolution de notre prise en charge pluridisciplinaire avec l'orthophoniste, comme l'a très bien dit le docteur Guevara, les ORL, qui sont l'autorité médicale dans cette démarche, nous, audioprothésistes. Il nous semble indispensable aujourd'hui de faire la démarche, de se faire appareiller. Donc n'attendez plus. Merci de votre attention.